Je vais vous parler de deux cas qui m'ont particulièrement intéressé. Le premier, les deux se passent en Chine d'ailleurs. Le premier, c'est un cas de logistique ad hoc. Donc, vous avez un triporteur ici à vélo qui prépare des paquets et qui les place sur des endroits où les personnes vont passer au fil de leur mobilité. Alors, ça illustre une première idée, je crois, qui est très importante pour les hyperlux mobiles, qui est que qui dit hyperlux mobile dit assemblage, dit bricolage, dit composer un certain nombre de ressources pour faire tenir quelque chose ensemble. Par exemple, il faut déjà négocier un positionnement. Il faut pouvoir occuper l'espace. Et l'espace urbain, il est structuré par un ensemble de droits, d'obligations, de contraintes. Certaines sont légales et institutionnelles, d'autres sont liées au voisinage. Et là, on le voit bien. Il faut à la fois, et c'est lié aussi aux contraintes des dispositifs et de ce qui est mobile. On le voit bien ici, il faut qu'il mette son triporteur sur le trottoir, il faut qu'il puisse aligner les paquets également sur le trottoir. Donc il y a une négociation à avoir et c'est une première partie de cet assemblage. Préparer un accès, un positionnement, construire un droit, un emplacement. Et là, une autre idée aussi, je pense, qui émerge de ce cas et qui fait que je l'aime bien, c'est la légèreté. Dès qu'on a un triporteur, un vélo, on voit que c'est facile à organiser. Et on imagine bien, on le verra dans le deuxième cas, que plus c'est lourd, plus cette négociation, elle peut être compliquée. Il faut également, pour que ce genre de coordination fonctionne, une préparation. C'est-à-dire que ça fait partie de cet assemblage, ça fait partie de ce qu'il faut faire tenir. Ici, la préparation, c'est bien sûr de construire l'achalandage de ce qu'il faut, c'est-à-dire les paquets qui vont pour les bonnes personnes. Donc il faut préparer ça, il faut préparer ce qui va être adéquat. Et puis, troisième composante de cet assemblage, et ces trois composantes se caractérisent des hyperlieux, il faut se coordonner avec les personnes. Il faut que les bonnes personnes puissent venir. Donc il faut que les bonnes personnes sachent qu'elles ont un paquet à cet endroit-là. Et ça suppose des moyens de communication à distance. Ça suppose une connectivité. Et ce qui dit connectivité par la communication à distance dit aussi relation personnelle. Parce que on contacte quelqu'un de particulier. Ce n'est plus une relation d'espace public anonyme. Et je crois que ces trois composantes, négocier un droit à l'espace, préparer un achalandage ou un service adapté, et se connecter à la bonne personne pour qu'elle soit là au bon moment, c'est quelque chose qui est caractéristique de ces hyperlieux mobiles. Une deuxième composante qui est intéressante également dans cet exemple, c'est l'idée aussi que dans ces hyperlieux mobiles, c'est intéressant de distinguer ceux qui sont réguliers. On a un service qui va être présent à un certain moment de façon régulière et les clients potentiels savent qu'il est de façon régulière à un endroit, ce qu'on peut appeler l'hyperlieu périodique. Et puis les coordinations un peu flottantes, éphémères, irrégulières, comme un petit peu celle-ci, où là, on a un hyperlieu qu'on pourrait qualifier d'irrégulier. Et pourquoi c'est important? Parce que les hyperlieux irréguliers, c'est coordination en mode flottant, en mode free floating, pour reprendre une expression actuelle, c'est quelque chose qui, justement, s'appuie très très fortement sur les ressources de communication et la connectivité. Parce que pour que ça fonctionne, il faut s'assurer que les bonnes personnes seront là au bon moment et on ne peut pas s'appuyer sur la régularité pour le savoir. Il faut se contacter, il faut se connecter. Et il y a un besoin, il y a un couplage très très fort pour ces hyperlieux éphémères entre la prestation de services mobiles et les outils de communication à distance. Alors mon deuxième exemple, mon deuxième cas, c'est quelque chose qui se passe également en Chine, c'est à Shanghai, et cette fois-ci, vous voyez que c'est plus sophistiqué, mais il y a des choses qui ressemblent et qui diffèrent à la fois, c'est un supermarché à la demande dans un véhicule autonome. Alors, on voit déjà beaucoup de différences. Il y a une similitude, mais il y a beaucoup de différences. Une première différence, c'est que vous voyez que c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus important technologiquement, et vous voyez que la négociation à l'espace, dans l'assemblage de cette prestation-là, elle va être très différente, parce que ce véhicule mobile, il ne pourra pas stationner n'importe où, il a besoin d'un espace, d'une chaussée particulière, et donc cette négociation est plus complexe. En gros, plus on est lourd, plus la négociation d'un accès à l'espace va être compliquée. L'autre chose que vous avez dans ce petit film de prospective, c'est la grande saillance, cette fois-ci, des moyens de communication. C'était implicite dans l'exemple chinois que j'ai montré auparavant, mais dans cet exemple-ci, vous voyez que le rôle du smartphone dans à la fois le fait de commander, de s'arranger pour que le magasin mobile soit présent, eh bien c'est quelque chose qui est immédiatement saillant. Vous voyez ici sur cette photo le rôle du smartphone dans la prestation, et donc à nouveau cette question de la connectivité. Un autre aspect intéressant de ce cas, c'est que ça peut tomber en panne, bien sûr, mais ça renvoie à quelque chose qui vaut pour tous les hyperlieux mobiles en tant qu'assemblage, c'est que tout assemblage, il faut le faire tenir. Il faut le réparer, il faut l'entretenir, il faut pouvoir régler les pannes, régler les problèmes.
Et donc, qui dit hyperlieu mobile, en général, on vous montre des services merveilleux qui sont en train, avec des clients et tout est en train de se passer, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait toute une infrastructure de maintenance et de réparation, et il faut repenser, et elle est importante. Et il faut sans doute repenser ces hyperlieux mobiles, pas seulement comme une prestation mobile qui va être fournie à des personnes, mais également comme des choses qui sont des infrastructures et qui supposent tout un travail d'entretien et de réparation qui est derrière et qui est essentiel aussi. La dernière idée aussi qu'implique cette image particulière que vous trouvez ici et qui est dans le contraste entre mon premier cas et mon deuxième cas, c'est qu'on sent bien que ce deuxième cas, il n'est pas destiné aux mêmes personnes, il n'est pas destiné aux mêmes populations. Ici, ça projette immédiatement un environnement high-tech, des populations aisées, des couches supérieures. Alors, ça amène à la question des inégalités. Et je voudrais insister sur l'inégalité parce qu'elles opèrent en fait à deux niveaux. Il y a un niveau qui est le plus explicite, qui est celui-ci. Ce deuxième service, il est à l'évidence destiné à des élites high-tech, alors que le premier était pour les passants urbains en général. Mais il y a un deuxième niveau qui est important pour ces questions d'inégalité, c'est que toute technologie, tout assemblage technologique porte en lui-même des formes d'exclusion et d'inclusion. Et c'est une autre dimension qui va descendre ces hyperlieux mobiles, c'est en quoi ces hyperlieux mobiles, quels qu'ils soient, ils vont créer des nouvelles formes d'inclusion et d'exclusion qu'il faut penser en même temps que l'hyperlieu mobile. Et je pense que ces deux images, elles portent en elles ces différents aspects des hyperlieux mobiles.